Alors Bernard Werber, donc l'homme de théâtre, le romancier, puis le cinéaste, hein, c'est pas la première expérience dans l'univers du cinéma, de l'image. Pourquoi ce besoin justement de donner une prolongation à un roman par un court métrage comme celui-ci? Je crois que notre métier, parce que je ne suis pas le seul à être comme ça, à raconteur d'histoire. Après qu'on raconte ces histoires sous forme de livres ou qu'on raconte ces histoires sous forme de films ou de pièces de théâtre, ce qu'il faut, c'est trouver une idée et un mécanisme qui crée un suspense et qui aboutisse à une fin un peu surprenante. Ce mécanisme-là, c'est aussi celui des tours de magie. C'est pour ça que je suis très amateur de tours de magie et que j'adore voir le travail des magiciens. Et s'en tenir juste à aligner des phrases et faire des livres, je crois que c'est frustrant. On a envie d'entendre des personnages qui prononcent nos mots, on a envie de les voir incarnés, on a envie de voir des émotions transmises par des regards. Et on a envie même de se faire voler nos œuvres par d'autres artistes qui vont les enrichir. Et ça fait partie du vrai travail de création, c'est-à-dire ne pas rester confiné à un outil, un médium pour le transmettre, mais faire venir d'autres gens, des acteurs, des réalisateurs, des acteurs de théâtre, faire participer des gens. Ce qui est intéressant, vous employez vous dites c'est frustrant, vous employez ce terme de frustration, et si l'on remonte un peu le fil du temps, on se souvient que vous avez été journaliste scientifique, et que justement vous m'avez dit un jour qu'il y avait eu la frustration, que les articles c'était un peu trop court, que vous étiez frustré, que c'est ce qui vous avait donné un peu envie de vous lancer dans le roman pour pouvoir davantage partager et pour pouvoir aller plus loin. Un article, c'est au mieux 10 pages. Un roman, ça peut être jusqu'à 800 ou 900 pages. Donc c'est un endroit où on va pouvoir faire vivre les personnages. C'est un peu la différence entre un court-métrage et un long-métrage, la différence entre un article et un roman. Et la différence aussi, c'est qu'on peut vraiment créer un monde. Il y a un plaisir dans le roman ou dans le film, il n'y a rien. Tout d'un coup, on a une idée et un monde artificiel naît. Dans un article, au mieux, on va interviewer un scientifique et on va répercuter ses paroles et on va dire, dans le futur, ça risque d'évoluer comme ça. Mais moi, je crois que tout vrai artiste doit avoir plusieurs modes d'expression. Je fais aussi de la peinture, je fais aussi de la musique, je fais tout ça très mal, mais pour moi, le fait de faire plusieurs arts, ça nourrit. Les arts se nourrissent mutuellement les uns les autres. Mais en France, je sais qu'on aime bien ranger les gens dans des tiroirs. S'il est écrivain, il est forcément mauvais réalisateur. S'il est réalisateur, il est mauvais musicien. S'il est musicien, moi je crois qu'il faut aller explorer et enrichir les arts les uns avec les autres. Et en tout cas, je conseille à tout le monde de trouver son propre talent artistique, parce que l'art, c'est la manière de vaincre le temps. C'est-à-dire, je sais que par exemple, si je meurs, il restera mes livres, il restera les films, il restera tout ça et ça continuera de vivre. En fait, en faisant de l'art, on devient immortel. Et c'est le seul moyen de devenir immortel, c'est faire de l'art. Donc on a intérêt à en fabriquer beaucoup et je souhaite ce mode d'expression à tout le monde. Tout à l'heure, dans la file d'attente, les personnes qui attendaient pour entrer dans la salle, l'un de vos lecteurs me disait « Moi, j'adore l'univers de Bernard Werber ». C'est quoi l'univers de Bernard Werber? Vous parlez de créer un monde. Quel est votre monde? Mon univers, c'est un univers imaginaire, c'est-à-dire que je crois qu'il y a deux sortes de littérature, la littérature réaliste et la littérature d'imaginaire. Et la littérature d'imaginaire, c'est celle qui est ouverte sur tous les horizons. La littérature réaliste ne fait que raconter ce que voit l'écrivain, donc c'est presque un travail. Là, c'est un travail de journaliste. Mais mon monde, c'est un monde sans limite. Ce qui m'amusait dans l'essentiel de mes romans, c'est d'offrir d'autres points de vue à mes lecteurs pour comprendre l'humanité. Donc dans le premier, c'était les fourmis. Donc que peuvent penser les fourmis de gigantesques êtres qui arrivent avec leurs chaussures et qui cassent les fourmilières, leur ville. Et après, ça m'amusait de voir les dieux, les anges, les morts, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les arbres dans Notre ami silencieux, puis la planète dans La voie de la Terre. Et chaque fois, c'est une manière de déplacer la caméra pour parler d'une chose qui est nous, essayer de comprendre qui nous sommes. Mais j'ai l'impression que si nous restons tout le temps humains en train de parler d'autres humains au même niveau avec les mêmes codes, au bout d'un moment on tourne en rond et on fait des œuvres qui se ressemblent les unes les autres. Par contre, dès qu'on prend le point de vue d'un arbre pour comprendre l'humanité, tout d'un coup on se dit l'humanité doit sembler quelque chose qui va très vite, puisque un arbre doit vibrer très lentement. De même que si on se met dans la perception d'une planète qui a 4,5 milliards d'années, nous sommes juste que des petits parasites, nous sommes que des puces. Et c'est cette philosophie qui m'intéresse, c'est-à-dire relativiser nos vies,
soit en disant qu'elles sont très courtes et que nous avons intérêt à les rentabiliser, soit en montrant que nous sommes peut-être moins intelligents et moins adaptés à la nature qu'on le croit. En tout cas, que nous sommes une espèce en évolution, une espèce très jeune. Les fourmis, c'est 120 millions d'années. L'humanité, c'est tout au plus 3 millions d'années. Donc nous sommes comme des enfants, une espèce enfant qui apprend et qui donc tâtonne et fait des erreurs, et c'est normal. Les fourmis 1991, le sixième sommeil fin 2015, début de 2016, pas mal de chemin parcouru, et vous avez fédéré un large public autour de vous. Comment expliquez-vous justement que le public ait répondu et soit toujours présent? Il y a cette fidélité que l'on constate en librairie ou ici sur des rencontres. Ça veut dire que ce que vous écrivez correspond à une attente ou peut-être à un besoin du lectorat? Ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. Alors peut-être, vous savez, un arbre, ça se voit bien dans le désert. Et quand je suis arrivé dans le monde de la littérature, on m'a signifié qu'il n'y a pas de science-fiction en France, il n'y a pas de fantastique, c'est considéré comme des genres mineurs qui s'adressent à des adolescents. Moi, j'ai dit, écoutez, a priori, je lis Et en plus, on considérait que les jeunes ne lisaient pas de livres. J'ai dit, j'étais jeune. 2, j'ai l'impression qu'il y a des livres de fantastique, science-fiction qui sont extraordinaires. Et donc j'ai continué malgré tout à faire les fourmis. Et quand le livre est sorti, je me suis aperçu que les autres ne faisaient pas ça. Donc je crois aussi qu'on a toujours intérêt à se démarquer. Ce qui m'a permis peut-être de tenir autant de temps, c'est précisément que je suis pratiquement démarqué de tout le système littéraire parisien, qui est plus tourné vers l'autobiographie nombriliste, réaliste. Et du coup, je suis visible. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent, tout à l'heure, je vous conseille de faire de l'art parce que ça fait du bien et ça rend immortel, mais je vous conseille, si vous faites de l'art, d'essayer de trouver un mode d'expression qui soit différent des autres et de vous démarquer, de ne pas avoir peur d'être original. Je crois que l'originalité, ça paye sur le court terme un peu et sur le long terme beaucoup. C'est-à-dire le public aime être surpris, le public aime de la nouveauté, le public aime qu'on lui propose des choses qu'il n'a jamais vues. Et quand je regarde la télévision, les séries, et quand je regarde les films, ce que j'attends, c'est d'être surpris. Et quand j'écris, je me dis, pourvu que j'arrive à les surprendre, pourvu que je retrouve cette magie. Tout à l'heure, je parlais des tours de magie ou d'illusionnisme. Je crois que vraiment, faire un bouquin, c'est créer un spectacle dans la tête du lecteur et l'amener dans des états d'émerveillement. Et pour moi, c'est ça l'art. C'est pas juste aligner des jolies phrases. Ça, c'est pas comme prendre des perles qu'on met dans un collier. Vous savez, on mettait une jolie phrase, ça, c'est de la poésie. Pour moi, c'est créer une situation avec des personnages qui fassent que le lecteur ne va pas s'attendre du tout à ce qu'il y ait une surprise et que cette surprise va l'amener à évoluer et à penser tout le temps en essayant de prévoir les prochaines surprises. Mais c'est un jeu, pour moi, un bon roman, c'est un jeu entre le lecteur et le créateur, l'auteur. L'auteur doit tout le temps avoir un coup d'avance et prévoir ce que va penser le lecteur et lui offrir autre chose. Donc tout le temps proposer de l'originalité et de la nouveauté. Le mot lecteur revient régulièrement dans votre discours. Vous faites partie de ces auteurs qui aimaient la rencontre, en librairie, en salon, etc. Et vous n'êtes pas avare de votre temps et de ce que vous donnez, de ce que vous partagez. Vous vous nourrissez de ces rencontres? Est-ce que dans les échanges que vous avez, dans les expériences que l'on peut vous témoigner, est-ce que ça peut nourrir votre réflexion et votre écriture? Ah oui, de toute façon, je suis conscient qu'aucun écrivain n'existe sans lecteur. Même avec le soutien des médias, même avec les prix littéraires, si les gens ne vont pas dans une librairie et ne dépensent pas 15 € ou 20 € pour avoir le livre et ne passent pas après 7 heures à tourner les pages, l'auteur n'existe pas. Et donc je suis conscient qui c'est qui m'a fait roi, ce sont les lecteurs. Je suis conscient qui c'est qui me permet de vivre, c'est les lecteurs. Et le minimum, ça me semble, d'aller les rencontrer, même s'ils ne sont pas à Paris, et de leur parler, de leur présenter mon travail, et de créer cette interaction. Tout à l'heure, j'ai fait une dédicace, j'étais surpris du nombre de personnes qui sont venues. Je ne connaissais pas Montaigu avant de venir, je suis désolé, mais c'est quand même un émerveillement aussi de découvrir une ville où la culture est aussi vivante et où les gens ont l'air vraiment de lire beaucoup et de s'intéresser à ça. Donc le minimum, c'est de venir les voir, les regarder dans les yeux, voire de créer un début de dialogue quand c'est possible. Moi, j'ai rencontré, grâce à mes lecteurs, j'ai pu évoluer, même par certaines rencontres. Dans certains de vos livres, il y a, vous le disiez, hein, vous évoquez le destin de l'humanité, vous évoquez la planète. Il y a aussi parfois non pas des messages, mais des envies aussi de pousser un petit coup de gueule lorsque justement vous estimez que l'humanité ne va pas dans le bon sens ou que l'on détériore la planète. Quand vous faisiez parler la planète en tant que personnage principal, c'est aussi le rôle du romancier de lancer des alertes, de poser des balises pour dire attention, on va dans le mur.
Il y a un petit bébé qui pousse un coup de gueule aussi. Oui, je crois que le métier d'écrivain est aussi un métier d'observateur de son époque et de témoin de son époque. Maintenant, je ne suis pas politicien, je suis très content de ne pas l'être, ni philosophe. Mon travail consiste à poser des questions par rapport à ce que je vois. Donc chaque fois que je vois les actualités, je me prends un coup de poing dans la gueule, comme vous tous. Et après, je me dis, que faire pour que ça s'arrange ? Et mon mode d'expression pour que ça s'arrange, c'est peut-être qu'on a mal posé le problème, et si on trouvait la racine là où ça commençait à faire des petits soucis, et puis essayons de trouver des solutions. Si on est juste comme des lapins qui s'apprêtons à être écrasés par un camion et qui sont fascinés par cette émotion qu'on reçoit tous les jours aux actualités, on ne va pas avancer. Donc moi je crois au pouvoir de l'imagination. Ce qui doit nous permettre de réussir, c'est des idées, des gens qui prévoient comment les choses vont s'arranger, des gens qui découvrent de nouveaux outils pour que nous allions vers un monde pacifié et où on puisse s'aimer les uns les autres, on va dire ça. Mais l'objectif final, c'est de créer un monde d'harmonie, pas un monde où il y a tout le temps toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus de fanatisme, mais un monde où on a trouvé un équilibre entre nous et avec la nature. Et c'est de ça dont je parle dans mes romans. Et au fur et à mesure que j'en parle, ça me semble très important de fixer l'objectif à atteindre. Déjà qu'on soit tous d'accord sur l'objectif à atteindre. Et cet objectif, c'est qu'on soit tranquille, qu'on soit bien et qu'on soit plus dans la peur. Et j'ai l'impression quand on regarde les actualités, ils nous balancent de l'émotion hard. En fait, je me suis posé la question, pourquoi ils nous envoient autant d'émotions fortes ? Alors on peut dire peut-être parce que notre monde est réellement en danger, mais moi j'ai l'impression que c'est parce qu'ils nous mettent en état de peur, et dès le moment où on est dans un état de peur, on est prêt à consommer, parce que ça nous rassure, et on est prêt à voter, parce que ça nous rassure aussi. Et il y a un moment, si on se recule, et puis on se dit, oh mais attends, on balance des coups de poing à la télé, mais ok, ça signifie quoi réellement ? Et maintenant, quelle est la manière pour que les choses s'arrangent ? Donc si on fait un petit pas de côté, à ce moment-là, on voit les choses différemment. Et ça me semble aussi ça le sens des romans, c'est offrir une perspective nouvelle pour comprendre différemment les problèmes que ce qu'on nous présente, avec toujours les mêmes intellectuels qui racontent les mêmes choses et les mêmes conflits, et dans lesquels, au final, on aboutit à, bon, de toute façon, ça va être de pire en pire et on est foutu. Et ce message, je le rejette, je crois que ça peut s'arranger et qu'on n'est pas foutu, il suffit juste de faire un travail d'imagination. Vous l'aurez compris, Bernard Werber aime l'échange. Alors peut-être y a-t-il parmi vous certains qui avaient des questions bien particulières. C'est le moment. Si certains d'entre vous ont envie de prendre la parole, il faut se lancer. Hein. Il faut un premier. Il y a une dame devant. Demoiselle, je vous vois à contre-jour, excusez-moi. Parlez fort, parlez fort. On vous lance le micro. J'essaierai de répéter après. Alors, y a-t-il une quête de spiritualité parce que très régulièrement vous l'évoquez dans vos romans ? Êtes-vous en recherche ? Alors, je crois qu'on est tous en recherche de spiritualité. Moi, j'ai tendance à vouloir, mais c'est une opinion, opposer deux choses, c'est la religion à la spiritualité. La religion, c'est des réponses qui sont faites pour que tout le monde ait la même réponse au même moment. Et la spiritualité, c'est des questions qui ne s'adressent qu'à une seule personne, c'est-à-dire que c'est une expérience individuelle, personnelle, la spiritualité, et la religion, c'est une expérience collective. Et je crois que dès le moment où on lit, dès le moment où on se pose des questions, on a envie de trouver de nouvelles réponses qui ne soient pas aussi simples que celles qu'offre la religion. Quoique dans certaines religions, il y a une forme de spiritualité, mais elle n'est pas assez développée à mon avis. Mais la spiritualité, c'est de se poser tout simplement les trois questions de base qui sont d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous. Et ces questions, c'est pas que je suis en spiritualité, c'est que je suis un être humain qui réfléchit. Et je crois que mes lecteurs se posent cette même question. Chaque personne qui est là se demande pourquoi elle est née, qu'est-ce qu'elle doit faire et comment va se présenter son futur. À partir de là, c'est de ça dont parlent mes livres. C'est essayons de réfléchir ensemble d'où nous venons et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça s'arrange. Mais il faudrait qu'on montre quelqu'un qui n'est pas spirituel pour que je puisse voir ce que c'est. C'est-à-dire, ah oui, cette personne, qu'est-ce que c'est par exemple de ne pas être spirituel ? Ça voudrait dire une personne qui a décidé que le seul objectif de sa vie, c'est de s'acheter une belle bagnole, d'avoir une villa, d'avoir des belles vacances, d'attendre la retraite et de mourir. C'est ça l'absence de spiritualité. Mais dès le moment où la personne se dit, mais au fait,
est-ce que ma vie a un sens? Et qu'est-ce qui va m'arriver une fois que je serai mort? Déjà, c'est trop tard. Ce simple questionnement va faire que cette personne va devenir spirituelle. Mais je pense que tout le monde est spirituel. Après, il y en a qui l'expriment et d'autres qui ne l'expriment pas. Vous vous souvenez, Bernard, à quel moment ces questions ont pu commencer à intervenir en vous? Vous étiez gamin, adolescent, jeune adulte? Alors, c'est très très simple. C'est quand mon grand-père est mort, j'avais 13 ans, et on a fait sur lui l'acharnement thérapeutique. Il suppliait qu'on le laisse mourir, et on lui a dit non, on va vous sauver. Et j'avais 13 ans, je me suis dit, ah bon, on peut même pas décider quand on en a marre. Et ça m'a donné une impression vertigineuse. Il faut que je comprenne comment on arrive à un point où des médecins ou des scientifiques, voire la famille, décident, malgré votre avis, que vous allez vivre, alors que vous dites, j'en ai marre, je voudrais sauter du train en marche. Et à partir de là, il y avait la base d'être un autonote. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je m'intéresse à la mort sans l'émotionnel, sans la religion, sans tous les trucs habituels qui font que c'est tragique, affreux. Voilà. C'est juste un passage. Maintenant, comment va se passer ce passage? Et à partir de là, je me suis toujours dit, il faut que je me débrouille pour qu'il n'arrive pas quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à mon grand-père, c'est-à-dire que je supplie qu'on me laisse mourir et qu'on me foute la paix. Et donc que j'arrive à ce point, une seconde avant ma mort, où je sois serein, souriant, de préférence entouré de ma famille, en train de me dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant, c'est aux autres de continuer. Mais arriver souriant, je crois que c'est ça peut-être c'est presque, j'allais dire, le thème du 6e sommeil, c'est discuter avec l'homme qui est juste avant, quelques secondes avant sa mort, qui se dit, son futur soi-même, qui se dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, cette vie, je l'ai bien rentabilisée, maintenant je peux lâcher prise, tout va bien. Voilà, arriver à ça. Mais ce que j'ai vu avec mon grand-père, c'est quelqu'un qui disait, non, le système ne va pas, notre rapport à la mort est pas normal, et il faudrait le repenser. Par rapport à ces questions que vous vous êtes posées, donc jeune adolescent, est-ce qu'il y a eu justement des lectures, est-ce qu'il y a eu des auteurs de science-fiction ou pas qui vous ont aidé à avancer, qui vous ont fait grandir? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que vous êtes un auteur qui accompagnait pas mal les gens dans leur réflexion. Alors, est-ce que vous-même, vous avez eu comme ça des lectures qui vous ont aidé? C'est pas une lecture, c'est un film. Je sais pas pourquoi ça m'a fait une révélation. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est Jonathan Livingston, le goéland. Et je vois qu'il y en a. Qui c'est qui a vu Jonathan Livingston, le goéland? J'ai vu ce film, et au moment où la salle s'est rallumée, il n'y avait que des enfants. Parce que vu que c'était un truc avec des animaux, je pense que c'est les écoles qui étaient amenées. Et ce film, ça parle de la réincarnation, ça parle de Bouddha, ça parle de Jésus-Christ, ça parle de Moïse, et ça parle du fait qu'on doit tous essayer de trouver son talent et essayer de devenir surdoué dans son talent. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Et j'ai toujours eu cette idée, moi aussi je dois voler, moi aussi je dois étendre mes ailes, et je dois trouver quel est mon art dans lequel je peux apporter quelque chose aux autres. Et à partir de là, mes livres racontent souvent ça. C'est-à-dire, je dis au lecteur, vous aussi, étendez vos ailes, ne restez pas comme toutes les mouettes dans les dépotoirs d'ordures à vous battre pour avoir un petit morceau de poisson pourri ou de morceaux de polystyrène. Volez, profitez du fait que vous êtes des mouettes ou des goélands pour monter en altitude et ressentir le plaisir qu'on a, plaisir complètement inutile économiquement parlant ou organiquement parlant, le plaisir qu'on a de profiter de ce qu'on est et de l'exploiter. Et ce qui m'avait énormément surpris dans Jonathan Livingston le goéland, c'est qu'à la moitié du film, le héros meurt. Donc le héros goéland, pour ceux qui l'ont vu, c'est comme ça que je me rappelle du film. Et à partir de là, il continue à vivre à l'état d'amérante de goéland. Et j'avais trouvé ça génial. Je me suis dit, on peut parler normalement de ce qui arrive après la mort. Et maintenant, l'époque, ce film va dater des années 70, mais l'époque est déjà prête à ça. On peut parler de l'après-vie, on peut parler de la réincarnation. Les gens sont prêts à entendre ça. Peut-être une autre question dans la salle? Oui, monsieur? Alors, du romanesque ou de la réalité, Bernard? Je ne suis pas dans la croyance. Le mot croyance, ça veut dire que on détient une vérité. Moi, je suis dans la recherche. Alors, il y a des jours, je me dis qu'il y a la réincarnation, il y a des jours, je me dis non, il y a des jours, je me dis qu'il y a Dieu, d'autres jours, non. Et il y a des jours, je me dis qu'il y a des anges, d'autres jours, non.
Pourquoi doit-on choisir comme un vote? Allez hop, j'ai voté qu'il y a Dieu, donc maintenant je fais partie des croyants et je fais partie de ce camp, je déteste les athées. Ou alors j'ai choisi, je suis dans le camp des athées, je déteste les croyants. Moi je fluctue. Le monde n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas de la spiritualité et des couillons, il n'y a pas des religieux et des athées, il y a des gens en recherche qui, par moments, je crois que plus on devient vieux, plus on devient spirituel ou mystique, tout simplement parce qu'on approche de la mort. Plus on fait des études de sciences, plus on se dit, attends, quand même, quand on meurt, on est juste un tas de viande enterré dans un morceau de bois et puis il y a une pierre dessus. Et je crois surtout qu'il faut être tolérant envers les autres systèmes. Parce que la spiritualité, ça sous-entend que vu que chacun, on a une pensée individuelle différente, ça veut dire qu'on tolère que l'autre ne pense pas exactement pareil. Donc moi, je ne suis pas croyant, mais je suis un chercheur. Je suis un type curieux qui se demande sur quelle planète il est. Par contre, cette curiosité m'amène à écrire des bouquins qui vont vous inviter à vous poser les mêmes questions que moi, voire à vous en poser des questions auxquelles je n'ai même pas pensé. Mais en tout cas, pour moi, un bon livre, c'est un miroir. C'est un endroit où le lecteur se retrouve. L'auteur, il fait 50% du travail. Le vrai co-créateur du livre, c'est le lecteur. Si jamais il avait face à lui le plus beau paysage qu'il n'avait jamais vu, vous allez avoir une image. Moi, c'est des mots. Et pour chaque personne qui va lire le livre, il va voir notre paysage. Si je mets comme cette femme était vraiment très belle, pour chacun, il va y avoir une autre actrice, un autre personnage. Vous comprenez, j'utilise dans le roman, c'est la force du livre, c'est que ça utilise l'imaginaire et le passé et la culture du lecteur pour créer un film. Et ce film, il est projeté dans la tête du lecteur. Donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas croyant, je suis chercheur et j'invite mes lecteurs à faire cette même démarche active. Et si j'ai beaucoup de lecteurs, ça veut dire que c'est un truc d'époque, qu'il est temps maintenant de sortir des certitudes de nos parents, des certitudes du monde économique, du monde religieux, pour chacun avoir une démarche dans laquelle on peut prendre un peu d'une spiritualité, un peu de bouddhisme, un peu de christianisme, un peu de je sais pas quoi, un peu de science, de la physique quantique, et on se fait notre petit mix qui est différent de celui du voisin, et tout va très bien. Le seul dilemme, enfin le seul problème, c'est qu'on est persuadé qu'on a raison et qu'on veut casser la gueule à tous ceux qui n'ont pas la même idée que nous. C'est ce qu'on voit aux actualités, et c'est parce que la religion est en train de se crisper en disant « Ah, si vous n'êtes pas dans la croyance, c'est que vous êtes un infidèle, donc il faut vous tuer », qu'il y a ces problèmes. Mais si tout le monde se décrispait un peu, si on se disait « Bon, bah, lui pense ça, et celui-là il pense ça », et chacun sa foi et chacun son système et tout va très bien, ça serait un peu plus cool. Voilà, mais c'est ce que je vois aux actualités, j'ai envie de dire, décrispez-vous et arrêtez de vouloir imposer des systèmes aux autres malgré eux, quoi. Une autre question? Oui. Oui, je vois une main qui se lève là juste en face. Alors, justement, c'est une bonne question parce qu'on va pouvoir parler de ce livre-là. Le 6e sommeil, c'est quand on dort ou c'est quand on est mort? C'était ça la question, hein, si j'ai bien entendu. Hein. Justement, pour entrer dans le thème de ce livre, Le 6e sommeil, répondre à cette question. Alors, il s'avère que Hypnos et Thanatos, dans la mythologie grecque, étaient deux frères jumeaux. Donc, le sommeil de la mort et le sommeil de la nuit sont censés être frères. Dans les Thanatonautes, mon personnage allait juste dans le continent des morts, et donc s'il lâchait le cordon d'argent, il ne revenait pas. Mais l'avantage du 6e sommeil, c'est qu'on va dans un monde irrationnel, et on en revient tous les matins. Donc le 6e sommeil, c'est en effet un monde dont on revient, le monde de nos rêves. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'on passe un tiers de notre vie à dormir, et que ce temps n'est pas du tout du temps perdu. 30 ans sur une vie censée vivre avec une moyenne de 90 ans. Donc 30 ans de ce temps où on est couché, immobile, les yeux fermés, c'est pas du tout du temps perdu, c'est au contraire un temps passionnant dans lequel notre cerveau fait des choses extraordinaires. Et si nous ne dormions pas, si nous ne rêvions pas, nous serons tous fous. Donc par contre, si on travaille ses rêves, si on apprend à les mémoriser et à les diriger, on augmente notre capacité d'être libre et notre capacité
capacité d'être créatif. Voilà, c'est de ça dont on parle, le 6e sommeil, avec un héros qui va progressivement faire cette expérience. Alors justement, très brièvement, puisqu'après il y aura encore une petite séance de dédicace ce soir, on connaissait les 5 phases du sommeil. J'essaie de faire passer les messages comme ça. On connaissait les 5 phases du sommeil, et puis donc vous nous inventez un sixième sommeil auquel va être confronté Jacques Klein, votre héros, parce que voilà, après il y a aussi la plume du romancier, c'est un roman d'aventure, il se passe plein de choses, il y a une intrigue, il y a un suspense. Alors, quelles sont les 5 phases du sommeil que l'on connaît déjà ? Alors, les 5 phases connues scientifiquement, c'est le sommeil léger, c'est dès que vous fermez les yeux. Après, le sommeil profond, c'est quand vous commencez à ne plus entendre les sons. Après, il y a le sommeil très profond, c'est quand vous entendez encore moins de choses et que vous commencez à être très loin. Après, il y a le sommeil très 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 profond, 4e stade. C'est, pour ceux qui sont venus à la conférence, c'est à ce stade-là que vous rêvez que vous êtes tout nu. Et c'est à ce stade-là que vous rêvez que vous êtes poursuivi par quelqu'un de méchant qui vous veut du mal. Donc ça, c'est le 4e stade. Après, vous avez le 5e stade. C'est le sommeil paradoxal. Votre corps est en paralysie complète et vous faites des rêves extraordinaires. En général, on s'aperçoit qu'on est dans ce stade pour les hommes parce qu'ils ont une érection, ce qui montre vraiment que c'est un moment très agréable, le sommeil paradoxal. Et là, on rêve que si on est poursuivi, on casse la gueule à celui qui nous menace. On rêve qu'on fait l'amour avec des femmes qui sont autour de nous ou des hommes qui sont autour de nous et qu'on désire inconsciemment. Et on rêve surtout qu'on vole. Et c'est peut-être pour ça que Jonathan Livingston a autant résonné. C'est le rêve du vol et le rêve de la liberté, le rêve où on est oiseau, le rêve où on plane au-dessus des choses. C'est le moment où on se libère de la gangue du monde et on est inatteignable. Donc ça, c'est le 5e stade. Et j'ai imaginé, en tant que romancier, un stade encore plus élevé, encore plus fort, dans lequel le corps sera encore plus paralysé et dans lequel l'esprit sera encore plus actif. Et dans ce stade, on arrivera à se libérer de l'espace et du temps et on aurait la possibilité notamment de retrouver l'enfant qu'on a été et le vieillard qu'on va devenir. Et donc ça, c'est le truc romanesque, c'est l'endroit où tout d'un coup on a accès aux informations. Et c'est ce 6e stade que recherche Jacques Klein, mon héros. Et pour ne pas spoiler le bouquin, je ne vous dis pas s'il va y arriver, mais vous vous en doutez un peu peut-être. Voilà, vous l'aurez compris, il y a bien un monde, un univers, Bernard Werber. Pendant encore une petite demi-heure, vous allez pouvoir continuer à échanger. C'est pas facile, la vie de président de salon. Et puis n'oubliez pas que Bernard passe également toute la journée de demain, dimanche, ici à Montaigu, notamment demain après-midi. Vous pourrez encore le rejoindre sous le chapiteau. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Et puis merci Bernard. Merci à vous d'être Et puis la dédicace dans le hall du théâtre. Bonne soirée.